J'ai eu des super belles contractions, une très belle poussée, et à la première poussée, surprise, c'est la poche des os intacte qui est sortie de moi. Vraiment comme un ballon d'eau. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laura Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs, car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous partager les récits de Marika avec des bébés qu'on laisse arriver à leur date d'anniversaire choisie, car ces bébés sont nés à plus de 42 semaines. Un premier accouchement un peu plus médicalisé que le deuxième, car elle enfantera sans assistance médicale en 51 minutes. Et Marika est spécialisée dans les hormones de la femme et vous propose un super atelier le samedi et dimanche 2 et 3 décembre à 16h en ligne. Dans cet atelier, Marika aborde les sujets tels que des astuces pour manger sainement sans renoncer aux petits plaisirs, éviter ce qui interfère avec les hormones de grossesse, protéger son énergie, le sommeil, la gestion du stress pour une grossesse sereine, diminuer les symptômes pour optimiser son confort et quel type d'entraînement faire. Et bien plus encore. Retrouvez le lien vers son atelier en description. Belle écoute! Bonjour Marika, comment ça va? Bonjour Laura, ça va fatiguer avec deux bébés en bas de 2 ans, mais ça va très bien. Super heureuse d'être ici sur ton podcast. Merci. Et ben moi aussi, je suis super contente que tu sois là parce qu'on va parler de deux accouchements qui ont dépassé le terme. J'aime pas du tout Oui. ce mot de terme. Moi non plus, je déteste. Mais bon, on est obligé de rester un peu dans les clous si on veut faire suivre sa grossesse, etc. Mhm. Donc voilà, 2 accouchements qui ont dépassé le terme à 42 plus 3 jours pour ce nouveau petit bébé. Et aussi 42 plus 1 jour, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, Pour l'année le dernière. premier. Ouais, l'année dernière, ok, assez proche. Tu nous diras un peu comment c'est sportif la Ouais, nuit. oui, Et très. alors, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu es? On va sûrement l'entendre à ton accent que tu n'es pas en France. Oui, avec plaisir. Ouais, tu sais, j'aime tellement vous écouter sur le podcast parce que je trouve que, tu sais, on pense que des deux côtés, on a un accent qu'on trouve charmant. Tu sais, nous, on aime beaucoup les Françaises qui parlent si bien, si lentement, et nous, les Québécois, bon, un peu plus slang et rapide. Oui, je suis au Québec et je suis dans la vie une coach naturopathe qui se spécialise dans les débalancements hormonaux. Les débalancements hormonaux chez les femmes. Donc, j'ai une âme très rebelle. Alors, j'ai fondé une communauté de femmes qui s'appelle Les Rebelles et qui disent non aux standards connus de société, autant que ce soit en culture de diète et des régimes, que en se faisant dire que c'est normal d'être en douleur pendant les menstruations, pendant la ménopause, de vivre beaucoup d'inconfort. Donc, nous, on dit non à ça et on prend vraiment le contrôle de notre santé par le bien-être, par notre mode de vie, par l'équilibre hormonal. Donc, c'est ce que j'enseigne aux femmes. Et d'expression anglaise, walk the talk aussi, par la bande, j'utilise aussi la naissance positive, la naissance d'empuissancement par les femmes, de reprise de contrôle de leur corps, de leur santé, de leur choix d'accoucher par des accouchements naturels, par des grossesses saines. Donc, pour moi, c'est un beau véhicule aussi de dire, ben l'équilibre hormonal, ça va jusque-là et ça devrait partir de là également. Donc, voilà, je travaille en ligne. J'ai principalement les rebelles qui sont partout, un peu partout au Québec et j'en ai quelques-unes aussi en Europe, nouvellement. Donc, c'est une communauté qui est grandissante.
Ah, c'est super et moi je pense que ça va m'intéresser parce que je pense que j'ai des petits problèmes depuis la naissance de Ah, mon fils, tu vois. Et ça ouais. perdure et ça m'embête un peu. Donc on en Ouais, ben en fait, parlera. hein, le postnatal, c'est le moment dans la vie d'une femme où il y a le plus grand chamboulement hormonal dans la plus courte durée. Alors, c'est normal. Si on passe aux des bonnes bases, c'est un peu moins pire, mais si déjà on avait des petits débalancements avant, ça se peut que ce soit un peu la cata par la suite, mais il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut faire pour rétablir ça. Donc, on s'en jasera. Ça marche. Merci. Alors, tu vas nous parler de tes deux enfantements, parce que moi, je Oui. t'ai connue avec ce deuxième, j'ai vu des photos magnifiques passer, j'ai tout regardé, donc je me suis un petit peu imaginé tout ton accouchement. Donc j'invite les mamans qui écouteront ton épisode à aller voir, c'est sur ton blog, c'est ça, sur Oui, ton j'ai un site? récit complet sur un site qui s'appelle Plain Harmony avec toutes les photos d'une photographe au Québec qui fait beaucoup de naissances et c'est magnifique. J'ai eu une naissance un peu avec quelque chose qu'on voit pas souvent. On en parlera un petit peu plus pour pas trop voler de punch, mais c'est Mhm. beau à voir en photo, c'est comme, oh, Ouais. c'est différent. Alors oui, si vous voulez, je pourrais vous partager le lien pour aller lire le récit accompagné de photos. Oui, super. Donc, par contre, je ne connais pas du tout ton premier. Je sais qu'il est peut-être un petit peu similaire au mien, une naissance qui s'est bien passée, mais qui aurait pu être un peu plus physiologique parce que ça s'est passé en Ouais. maternité, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de celui-là, de comment tu t'étais préparée à cet accouchement, comment il s'est passé, et ensuite comment tu as cheminé vers ce super bel enfantement que j'ai eu le plaisir de voir à travers ces photos magnifiques. Oui, bien sûr. Alors, mon premier, je me suis ultra préparée. Donc, étant qui je suis une personne, tu sais, de fait, qui regarde beaucoup les études. Tu sais, je suis en naturopathie, mais pas, je suis du côté holistique, mais pas trop du côté spirituel. Tu sais, je m'appuie vraiment sur des faits. Tout ce que je fais, c'est tout ce que j'utilise comme plante et tout, ça doit être appuyé par des études. Donc, j'aime le concret. J'aime le concret en matière de santé. Donc, pour moi, c'était très important de bien me préparer parce que pour moi, c'était un gros passage et il n'était pas question qu'on me dise que quelqu'un va m'accoucher. C'était moi qui allais enfanter. Donc, encore une fois, d'être rebelle, d'être dans ma pleine puissance, c'était ultra important pour moi. Alors, je me suis commandé des livres, j'ai regardé des documentaires, tu sais, pour en nommer quelques-uns. Il y a un livre d'une sage-femme du Québec. Et les sages-femmes au Québec, juste préciser que c'est très différent de vous en France. Euh, Vous, en France, les sages-femmes, c'est celles qui opèrent dans les maternités, dans les hôpitaux. C'est bien ça. Tandis que nous, ici, dans les hôpitaux, c'est les médecins et les infirmières. Et les sages-femmes, c'est dans les maisons de naissance, qui sont un lieu qui essaie d'imiter le domicile. Donc, c'est très différent de l'hôpital. Ça ressemble à une maison. Les chambres, ça ressemble à des chambres avec un bain, avec des rebozo accrochés au plafond. Donc, c'est très différent. Et les sages-femmes sont formées au Québec en naissance, tandis que les médecins, comme vos sages-femmes un peu en France, sont formés pratiquement en complications de naissance. Hein? Ouais, la Disons-le. pathologie. Ouais, en urgence, en intervention. Tu sais, ils sont très bien capables de faire des naissances où tout va bien sans intervention, mais ils sont formés en cas de complications. Beaucoup, beaucoup. Tandis que les sages-femmes ici au Québec sont vraiment formées à exposer les choix. Tu as le choix d'avoir ce test-là pendant ta grossesse, tu as le choix de refuser, tu as le choix d'accoucher à domicile, tu as le choix d'accoucher en maison de naissance, tu as le choix d'accoucher à l'hôpital, tu as le choix. Donc, les sages-femmes au Québec, c'est très différent. Donc, j'ai lu le premier livre d'une sage-femme québécoise qui s'appelle Isabelle Brabant, qui s'appelle Une naissance heureuse. C'est une grosse bible et qui explique la panoplie de choix qu'on devrait avoir, que c'est nos droits, qui explique beaucoup l'histoire des naissances et tout ça. Donc, déjà là, ça m'a mis en tête que j'ai le choix. Je peux choisir comment mon accouchement va se dérouler. Et elle mettait beaucoup le point sur l'hypermédicalisation qui amène parfois la roue de complication, la roue d'intervention. Donc déjà, j'ai été hyper sensibilisée à ça. J'ai fait comme, wow, je ne veux pas accoucher à l'hôpital. Pour moi, c'est un choix très clair à la lecture de ce livre-là. Et ensuite, j'ai écouté plein de beaux documentaires comme Faut pas pousser. J'ai regardé plein de vidéos de naissance à domicile, puis j'étais comme, mon Dieu,
c'est moi ça. Moi, je suis rebelle comme ça. Moi, je veux accoucher comme ça. Et on m'a fortement... moi, la première ressource que je suis allée chercher, en essence, c'est une doula aussi, avant même d'aller voir comme sage-femme médecin, parce que je voulais quelqu'un qui allait pas nécessairement être régi par un collège des médecins, ou quelqu'un qui allait être un peu comme une sœur pour moi, puis qui allait me dire un peu les vraies choses, qui allait pas me juger. Donc, j'ai changé 3 fois de doula, juste pour te dire comment que, en cours de route, j'avais vraiment besoin de connecter avec la bonne personne. J'ai changé 3 fois de doula. Et pour finalement arriver à la préparation de Quantique Mama, le trio. Je pense qu'il y a quelques femmes qui en ont parlé aussi sur ton podcast. Donc, j'ai acheté le trio, la préparation à la naissance, transcender la douleur et le postnatal optimal. Et ça a été vraiment comme mon guideline. Après ça, j'ai fait un tas de yoga, méditation. Donc, tu sais, là, grosse préparation pour arriver à 40 semaines et être prête et ne pas accoucher à 40 semaines. C'est être prête là. Mais tu avais appris que ça voulait rien dire et que ça aurait pu être avant, après. S'il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment et qui sont en dépassement de terme et que ça vous fait peur, ça vous stresse, que vous vous sentez un peu brisé comme j'ai pu me sentir à l'époque, 2 fois même, la 2e fois encore aussi, je me sentais comme ça. C'est comme tellement fort la pression de la société pour accoucher au terme. Quantique Mama, justement, Karine a écrit un superbe article que j'ai pleuré en lisant. Ça s'appelle quelque chose comme accoucher à 42 semaines ou en tout cas, si on va sur Quantique Mama et on tape accoucher à 42 semaines, je pense que sur Google, il sort bien. C'est un très bel article qui me fait beaucoup de bien. Je l'ai lu à mes 2 enfantements, justement, pour passer à travers. Ouais. Et pourquoi ça t'a fait tant d'émotions? Ben c'est parce que on reconnaît que, tu sais, sauf peut-être les femmes qui accouchent prématurées, je pense que chaque femme a tellement hâte d'accoucher à la fin. Tellement, tellement. Et ça fait tellement mal que les gens comprennent pas qu'il y a des questions à ne... Tu sais, qu'il faut arrêter de poser, là, rendu à la fin. T'as-tu accouché? Puis, il se fait attendre, ce bébé-là. Il est encore à l'intérieur, tu sais. Il y a des phrases qui se reçoivent mieux, comme « Ah, bébé est bien à l'intérieur de maman ». Tu sais, ça, c'est des choses que ça fait du bien à entendre. Mais on est les pires. On est celles qui veulent le plus rencontrer le bébé. On est les celles qui attendent cette espèce de mort fragmentée, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, on ne sait pas comment ça va se dérouler, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. C'est la pire situation de perte de contrôle. Alors, la dernière chose qu'on a envie de se faire dire, c'est tu vas te faire déclencher. Non, je suis pas brisée, là, j'ai pas besoin qu'on me fixe, là. Je fais juste, tu sais, quand on est dans le paradigme des naissances naturelles et positives, ça va se passer, là. Bébé, il va pas rester à l'intérieur de moi, là. Bébé, il va vouloir sortir et bébé connaît son temps. Et moi, une chance que j'attends à 42 semaines parce que bébé a besoin de ce temps-là, là. Placenta à peine calcifié à la fin. Bébé, ni trop gros ni trop petit, juste parfait. Tu sais, 2e naissance où il y a eu... Personne m'a touchée, là. Rien. Naissance comme de rêve, pratiquement pas de douleur. Donc, tu sais, c'est comme... Ben, si on m'avait déclenché, ça serait jamais passé comme ça, là. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est bien que tu me dises ça parce que... Enfin, je le sais, hein, j'ai ma meilleure amie, là, qui est... Elle est en Angleterre. Le terme, c'est 40 semaines. Donc là, elle a dépassé. Et après, elle le sait, je lui ai dit beaucoup de fois, hein, ça veut rien dire ces dates, etc. Hein. Et ça va, elle a trouvé, enfin, en Angleterre, tu étais un peu la sage-femme qui est dispo le jour où tu vas à ton rendez-vous. Donc, elle est tombée sur une qui n'était pas du tout pour lui faire quoi que ce soit. Elle lui a juste dit, elle est prête, et puis elle a laissé partir. Donc ça, c'était super. Mais je vais lui partager cet article et tu sais, chaque jour je pense à elle et je me dis, je vais pas lui envoyer un message, Je lui ai dit, je pense à toi, je ne t'envoie pas de message, tu me diras toi. Mais je pense à toi, t'inquiète. Ouais. Mais tu sais, l'article de Karine, c'est que même elle, une sage-femme, s'est sentie qu'elle a dû se battre finalement pour tenir son bout, tu sais. Fait qu'on est toutes dans une... Même des fois, quand on a des sages-femmes ou on a une équipe qui est super comme pro-naissance naturelle, c'est vraiment l'espèce de pression de la société de performance dans laquelle on vit où c'est pas normal de dépasser, mais
j'ai donné une autre entrevue dans un podcast au début de la semaine dernière, puis il y a une sage-femme aussi qui est herboriste et elle dit que historiquement, le terme serait de 42 semaines avant. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça non plus. Donc, est-ce que avec tout le manque d'effectifs, le manque de place, le manque de personnel, les accouchements on the clock un peu, est-ce que tranquillement, sans s'en rendre compte, on a réduit le terme? Et en déclenchant, ici au Québec, je pense que c'est systématiquement, on déclenche à 40% à 40 semaines les naissances. Est-ce que, c'est ce qui fait qu'on a décidé que le terme est 40 semaines parce qu'on s'arrange pour que près de la moitié le soit? Tu sais, c'est ça. Ouais, en plus, enfin, je veux dire, il y a aucun pays, il y a certains pays qui sont d'accord sur la date, mais je vais dire, il y a 40, il y a 41. Voilà, on n'est pas d'accord parce que de toute façon, il n'y a pas de durée précise. J'ai dit, je comprends pas quand, tu vois, je veux dire, t'as 2 enfants là, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que ton fils, dans un an, non, c'est une petite fille que tu as avec toi Non, j'ai 2 aujourd'hui. garçons. 2 garçons, oui, voilà. Je me dis, oui. Que ton deuxième petit garçon, quand il aura 1 an, et qu'il sera pas au même développement que ton premier, tu vas pas te dire qu'il y a un problème. Donc pourquoi on laisse pas ces petits bébés dans leur ventre le temps qu'il leur faut, tu vois, je sais pas pourquoi on a cette obsession avec cette date de terme. Il y a trop de déclenchements. Le déclenchement, franchement, pour la date de terme, je trouve que c'est vraiment la... Moi, personnellement, c'est un truc que je trouve la pire chose parce qu'il n'y a pas de raison. Mais par contre, après, le résultat après, un déclenchement, c'est quand même beaucoup de complications pour la plupart des Ah femmes. oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, c'est fou. Pour rien à la base en plus. Non. Et en fait, je trouve que tout ce qui met un temps, une durée, une étiquette à la naissance nous déconnecte complètement de notre vraie nature et de notre instinct. Et c'est triste. Moi, je refuse beaucoup de tests pendant un suivi de grossesse, c'est comme les tests sur le diabète. Là, je veux dire, je pense que je me nourris mieux que ce que la nutritionniste me dirait si jamais il y avait quelque chose. Donc, pour moi, ça m'intéresse pas de faire ces tests-là. Je connais les symptômes, je sais que je me porte bien. Et le plus important, c'est que ici, la recommandation, c'est que dépasser 40 semaines, il faut aller en monitoring à l'hôpital. Donc, il faut faire une écoute du cœur du bébé sur 30 minutes pour voir les variations cardiaques, regarder avec une échographie le taux de liquide amniotique, voir s'il y a du méconium. Et moi, je refuse ça. Parce que je me dis, s'il y a quelque chose qui va pas, je vais le savoir. Je veux être connectée avec mon corps, mon bébé. J'aime pas l'hôpital. J'ai passé beaucoup mon enfance à l'hôpital pour des antécédents de tumeurs, des choses comme ça quand j'étais enfant. Donc pour moi, c'est pas un très bon ancrage l'hôpital. Donc je veux rester dans le confort de mon foyer. Et aussi, s'ils voient quelque chose et qu'ils sont pas certains, ça va venir me jouer dans la tête. Des fois, ils vont dire, le liquide amniotique, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est fondé, mais ce que ma doula m'avait dit, ils vont dire, le liquide amniotique était un petit peu trop bas, faudrait déclencher, alors que peut-être que bébé aurait pris une gorgée, il va faire pipi, ça va se rééquilibrer. Je sais pas si c'est fondé, mais à ce qui paraît, ça pourrait être une des causes de liquide amniotique temporairement plus bas et donc pas dangereux, mais qui pourrait être une recommandation de déclenchement pour rien et donc possiblement des complications. Oui, il y a ça, je l'ai vu très souvent. Justement, le jour du terme, on va faire comme tu dis, un petit check-up. Et puis, on nous dit exactement ça, et il n'y a plus assez de liquide. Alors que moi, j'ai vu, c'est Rachel Reed, je ne sais pas si tu connais, qui en fait explique que ça vient des bouquins d'études, etc., hein, que les reins du bébé, en fait, ils sont mieux développés à la fin de la grossesse, hein, vers la fin de la grossesse. Et donc, le liquide amniotique est fait par les urines, comme tu disais. Mais donc, comme ils sont plus matures, les urines sont plus concentrées. Donc, en fait, il va faire pipi moins de liquide. C'est plus concentré. Donc, c'est normal. Elle montre justement un graphe où, à partir de 37 semaines, c'est normal que le liquide réduise jusqu'à la naissance. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, moi, en monitoring, les sages-femmes me disent, mais tu peux refuser déclenchement. Oui, mais ça va me jouer dans la tête. Exactement. Qu'eux, ils ont peut-être vu quelque chose, tu sais. Donc, même ça, je refuse. Comme la bulle des naissances, c'est tellement important. Protéger notre vortex, protéger notre bulle. Ah, trop d'accord. C'est ce que je dis moi aussi, c'est
d'éviter de faire trop de tests, en fait. Si tout va bien, n'en faites pas. Je sais qu'en France, je sais pas comment c'est au Québec, mais comme beaucoup de femmes sont suivies par des gynécologues, tous les mois, pratiquement, elles font des petites échographies pour voir un petit peu. Sauf, C'est ouais. Donc vrai? déjà, on ne connaît pas l'impact sur le bébé quand même. Je sais prolonger, alors fréquemment, je sais pas, mais prolonger, je sais que c'est pas la meilleure chose à faire. Mais voilà, de faire tous les mois. Et une fois, j'ai une amie, elle n'avait pas eu la même personne qui lui a fait l'échographie. Elle a vu quelque chose, elle l'a fait stresser pendant un mois, alors Ah qu'en fait, il n'y avait non! rien. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Puis en fait, l'échographie, c'est pour, tu sais, un bébé peut se revirer tu sais, il peut être bien placé, puis moi j'ai un ami qui s'est reviré en siège au Hmm. dernier moment, et le contraire, bébé en siège, et à la toute fin, pour la pousser, bébé se retourne. Donc, ça sert à quoi d'essayer de savoir d'avance alors qu'on connaîtra jamais la finalité? La finalité va Hmm. juste se passer, ça va juste Oui. arriver. Non, ici, c'est plutôt l'écoute du cœur de bébé. On a, normalement, c'est deux échographies. Une en début de grossesse pour la clarté nucale pour savoir au niveau de la trisomie ces tests-là, et une échographie de croissance là, un petit peu plus tard juste pour voir si la croissance est bonne. Puis non, au Québec, la recommandation c'est vraiment de minimiser l'échographie Oui. comme Ouais. on connaît pas trop les impacts là, justement. Puis Hmm. même l'écoute Exactement. du cœur du bébé, tu sais, c'est pas obligatoire. Ma sage-femme me disait, est-ce que tu veux écouter le cœur? C'est pas obligatoire à chaque rencontre. Est-ce que je peux prendre ta pression? Est-ce que tu veux un toucher vaginal? C'est vraiment pas obligatoire. Ici, mais à l'hôpital, différent. Selon, ici au Québec, selon quel type de praticien, de médecin on tombe, il y en a qui vont exiger des touchés, alors que c'est mon corps. Si j'ai pas envie que tu me touches, non merci, hein? C'est que, surtout, on va dire quand même, c'est un endroit assez personnel. Je veux Ah dire, ouais. c'est fou comme des fois, tu vois, cette autorité, on se laisse complètement faire, alors qu'on ne dirait jamais oui à de faire un toucher comme ça par même, je veux dire, un autre médecin dans une autre, Mhm. situation, tu vois. Non. C'est fou comme des fois, on devient vraiment... Bah, en fait, on est infantilisé tout le long de la Ouais, on grossesse, se donc soumet, hein, ouais. mm, Mais c'est ça, c'est pour ça que non, soyez rebelle. rebelles, les femmes! Informez-vous, prenez vos droits et soyez rebelles. Vous allez vous sentir encore plus puissante à la fin, encore plus en Mm. contrôle de votre vie. Donc, c'est vraiment, moi, si j'ai un message à passer, c'est vraiment celui-là. Oui, oui, c'est très aligné avec ce que je dis moi aussi, donc c'est super. Alors, donc tu n'es pas allée à l'hôpital pour ton premier enfant non plus. J'ai dit en maternité, mais donc non, c'est ça? Non, mais une petite histoire, c'est que il y a pas beaucoup de sages-femmes ici au Québec, il y a des listes d'attente. Alors, pour mon premier, j'avais un suivi avec un médecin. Donc, les médecins accouchent seulement dans les hôpitaux. Donc, j'ai accepté de prendre un suivi avec elle, mais mon plan, c'était de faire un ANA, donc un accouchement à domicile non assisté, sans le dire à la médecin parce que elle refuserait de me suivre tout court. Donc, je disais, oui, je vais aller à l'hôpital et tout ça. Et finalement, donc, je me suis même préparée pour un ANA. J'ai regardé beaucoup de vidéos de naissance. J'ai lu beaucoup de récits de naissance. Tu sais, je me préparais vraiment pour comme le bien et le pire. Je me préparais pour toute éventualité. Et finalement, à la toute fin de grossesse, je pense que j'étais comme à 35, 34 semaines. J'ai atterri avec une sage-femme. On m'a appelée et j'étais heureuse parce que mon plan, c'était d'accoucher à domicile. Mais ça s'est pas passé comme ça parce que elles ont approuvé mon plan d'accouchement à domicile, tout était beau, mais la journée où mes contractions ont commencé, la nature s'est déchaînée au Québec, les arbres tombaient, il y a eu une courte tempête d'été. J'avais une auberge, puis tu sais, la pancarte a été déracinée. Je te dis, c'était la cata. Là. Côté nature, la nature me disait, non, tu peux être rebelle, tu sais quoi, je vais te challenger. J'ai perdu l'électricité. Alors là, j'étais comme, oh, OK, les sages-femmes refusaient de venir à la maison. J'étais comme, est-ce que j'accouche seule, non assistée, sans électricité? C'est très archaïque, là. J'ai perdu les os très tôt avec du méconium à l'intérieur. C'était mon premier. Et tout de suite, ça m'a mis... Tout ce qui se passait m'a mis dans un état de peur. Et état de peur amène hormones de stress, les hormones d'amour, d'ocytocine, les endorphines, tout ça deviennent un peu inhibés. Alors, j'étais bombardée de contractions et je suis tombée dans une latence active qui a duré 20 heures. Donc, je me faisais bombarder de contractions à tous les 5 minutes, était très, très forte, donc pas beaucoup d'endorphines, donc je sentais tout. Et là, les sages-femmes
n'ont pas le choix de dire quelque chose que, je l'ai dit dans un autre podcast, mais que j'espère qu'elles vont apprendre à dire autrement. Quand on perd les os avec les sages-femmes, elles nous disent, leur limitation à elles, c'est que le travail doit commencer dans les 24 prochaines heures, sinon c'est un transfert à l'hôpital. Et ça, c'est terrible parce que, comme je disais, quand on vient mettre un temps, une durée, un calendrier, un chronomètre, une horloge à une femme qui est en train d'accoucher, ça la sort complètement de sa bulle. Du moins, ça peut. C'est à moins que... À la deuxième naissance, ça peut peut-être être moins pire, mais à la première naissance, moi, je trouve que c'est comme un choc. Puis je l'ai entendu beaucoup de fois avec d'autres amis qui ont accouché, qui se sont fait dire la même chose et qui ont fait comme... Ça m'a complètement mis un chronomètre au derrière et j'ai pas aimé ça. Et donc, finalement, j'ai accouché en maison de naissance. Mais j'ai eu avec les sages-femmes, j'ai eu un très beau travail actif, mais ça a juste été très long, très ardu. Et je m'imaginais les pires scénarios de césarienne, de transfert à l'hôpital, de... Tu sais, j'ai écouté un des récits de naissance sur ton podcast où la première naissance, ça me ressemblait aussi parce que la première naissance, elle se préparait pour un accouchement à domicile et finalement, ça l'a terminé à l'hôpital. Et étant à l'hôpital, elle a pris la péridurale alors qu'elle était tellement préparée à pas la prendre. Je le sais que quand le bonbon est sur la table, même si tu dis « moi, je mange pas de bonbon », tu vas le manger quand même, sûrement, si t'as faim un petit peu. Hein? C'est un peu cette comparaison-là. Donc, je sais que j'ai beau être plus rebelle, une femme a beau être très forte sur ses convictions, dans l'état émotionnel, dans la peur, dans la douleur. Si la péridurale est prête, je pense que dans le court moment de désespérance, la plupart des femmes vont le demander. Donc, pour moi, c'était ma peur d'être transférée à l'hôpital. T'sais. Finalement, ça n'a pas eu lieu. J'ai réussi à avoir un très beau travail actif. J'ai réussi à accoucher Je me voyais accoucher en guerrière, attraper mon bébé, tu sais, comme une rebelle. Puis ça s'est passé. Puis la photographe était là, elle a capturé ces moments-là aussi à mon premier. Donc, super beau travail actif. Mais c'est juste tout la latence qui a été comme de la peur, des imprévus, la nature qui se déchaîne, bébé qui est pas placé. Donc, c'est comme ça que s'est déroulé mon premier. Tu vois, ça, c'est l'exemple parfait de... Ça s'est bien passé sur papier, c'était ce que tu voulais, mais il y a quand même eu tout le côté psychologique qui a pris un peu un coup, oui, quoi. Moi, je voulais aucune intervention et finalement, j'ai eu une panoplie d'interventions naturelles. Parce que, vu que le bébé était pas placé, était en postérieur, c'est comme si on pensait que la deuxième membrane n'avait pas été rompue. Donc là, la sage-femme a pris un gros pic pour aller. Et là, mon mari a vu ça. Puis, tu sais, mon mari a vraiment fait la préparation avec moi. On voulait ça naturel, pas d'intervention. Et lui, il a vu ça comme si je me faisais violer. Là. Lui, ça a été... son image, ça l'a très traumatisé là, de voir comme le pic rentrer. Puis là, les sages-femmes étaient comme, mais c'est pas un déclenchement parce que t'es déjà déclenché. Les contractions sont déjà commencées. Ça, c'était comme après à peu près... 15 heures de contraction, là, tu sais, que j'avais perdu les os aussi. Fait qu'on va essayer d'accélérer le travail pour pas que tu te fasses transférer à l'hôpital. Donc, j'ai eu ça. Ils m'ont donné de l'huile de ricin aussi. Terrible, terrible, terrible sur le digestif. Oh mon Dieu, plus jamais. Ils m'ont fait un stripping pour essayer de stretcher, d'ouvrir le col pendant les contractions. C'est terrible, terrible. Et la seule chose que j'aurais dû accepter, puis je crois qu'il a marché, c'est elles sont allées me faire prendre une marche style bootcamp dans le bois. Tu vas marcher chacune de tes contractions, ton bébé va descendre. C'est la seule chose que j'aurais dû accepter. Il fallait que je m'active, je pense, pour faire descendre le bébé. Et cette marche-là, ça a été comme... J'ai eu un moment de désespérance, là, un sommet qui a dû durer à peu près 1 heure là, pendant cette marche-là. Mais je suis revenue et j'ai accouché. Donc, tu sais, j'ai eu une panoplie. J'ai finalement dit oui sur l'émotionnel, la peur. Oui, OK, je vais prendre des interventions. Alors que, tu sais, j'aurais aimé ça, être forte sur mes convictions pour faire comme... Je vais commencer par la marche, puis, tu sais, j'ai fait du tire-lait 3 fois 3 heures. Ça aussi, c'est terrible. Les contractions augmentent. Donc, j'ai pris tout l'aide qu'on m'a offert, heureusement, quand même. Parce que je suis contente de l'avoir vécu. Parce que je peux encore plus connecter avec des récits de naissance que j'écoute et tout ça. Tu sais, je comprends tellement. Et je pense que ça m'a fait apprécier... Mon Dieu, 10 fois plus mon deuxième accouchement qui s'est déroulé comme vraiment sans rien, sans aucune intervention. Et ça, tu vois, c'est dommage parce que, parce que justement, c'était un compte à rebours parce que tu avais perdu les os, alors que
Avec du Si méconium on aussi, touche c'est pas, pire, là. oui, c'est vrai Ouais. qu'il y avait un peu de méconome, mais bon, après, ton enfant, il était quand même à la fin du terme, il était à 42 Mhm. semaines, donc c'est normal, Ben oui. ça veut pas forcément dire qu'il est en stress, parce que Ah, c'est mon juste Dieu, que non. Je il est pourrais te à la montrer, fin, donc... je pourrais te montrer les statistiques au Québec, c'est ridicule. Le méconium, on pense tout de suite que c'est danger de Ah, oh, mort. partout, Ah, mon Dieu, partout. c'est ridicule. Entre 40 semaines et 42 semaines, l'empoisonnement par le méconium, ça augmente je pense que c'est 1 sur 5000 ou, tu sais, c'est rien, là, la Oui. statistique de Hmm. plus. Puis en plus, ils le savent pas vraiment parce qu'ils laissent rarement les femmes se rendre jusque-là. C'est ça, C'est... c'est ça. Et puis donc oui, il y avait un peu de méconium, puis après j'imagine qu'ils avaient peur pour les infections, mais après ils viennent quand même aller trifouiller dedans, tu vois, donc c'est toujours un peu le... Si vous avez peur d'infection, bah alors ne faites pas de toucher, ne faites pas Mhm. de percer les os, ne faites pas de sweep, tout ça quoi. Ouais. C'est c'est un peu, tu sais, la logique, toujours un peu, on sait pas trop où elle se perd, parfois. Non, non. Mais oui, c'est ça, je pense que c'est comme ça que tu as pu vraiment apprécier ben, ton deuxième bébé. Et est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit après, une fois que tu as été enceinte? Est-ce que c'est là que tu t'es dit, je veux plus ça du tout, je veux pas d'intervention juste après? Est-ce que ça a été un cheminement tout le long de te dire, ben, je l'ai fait, je resterai chez moi, tu vois, t'étais dans quel état d'esprit? Euh, c'est drôle, là, mais on dirait que j'essayais de pas trop y penser. Donc, j'avais un suivi sage-femme. J'ai changé de sage-femme. J'ai changé de doula. Ben, en fait, la doula qui était là à l'enfantement de mon premier, c'était la relève de l'autre doula qui était là depuis comme trop longtemps. Elle me disait, j'ai plus de tête, je peux pas tenir l'espace, donc je vais appeler ma relève. Et j'ai vraiment comme connecté avec la relève qui était là pour la naissance. Elle était là pour le plus beau moment, donc c'est sûr que j'ai fait comme, ah, Caro, j'aimerais revenir avec toi. Mais elle ne fait pas d'accouchement non assisté. Donc, tu sais, j'avais un suivi sage-femme, c'est correct. Les sages-femmes allaient venir à la maison, c'était ça le plan. Mais j'ai pris aussi la collègue de la sage-femme que j'avais au premier accouchement, qui est une sage-femme, elle est arabe. Je sais qu'elle a pratiqué au Maroc, tu sais, elle a pratiqué ailleurs. Elle a 3 enfants aussi. Donc, elle a une certaine ouverture que j'ai vraiment, vraiment aimée. Et elle me disait toujours... est-ce que tu vas nous appeler quand tu vas? C'est pas grave si tu nous appelles pas. Super ouverte. Donc, moi, mon plan, c'était de me dire, je vais vivre ma best life en bon franglais. Les choses vont se dérouler comme elles vont se dérouler. Donc, j'ai vraiment dû faire un méga lâcher-prise parce qu'à ma première grossesse, je ne contrôlais rien du tout. Et c'est comme si la vie a dit comme, on va te montrer à quel point tu contrôles rien. Fait que, Hmm. tu sais, plutôt de dire ah, c'est ma faute, ils m'ont comme influencé à prendre des interventions. Non, tu sais, c'est moi. La vie m'a envoyé un test et c'est comme ça que j'ai réagi. Comment je peux réagir maintenant à ce deuxième-là, sachant que je pourrais pas contrôler les paramètres. Alors, tu sais, pour le plaisir, quand j'allais au rendez-vous sage-femme, je demandais des touchés, juste pour voir aussi est-ce qu'ils sont capables de vraiment deviner. Puis tu sais, je me rendais compte que il devine pas super précisément. Il me disait quelque chose à un rendez-vous. Ah, t'es effacé à 60%. L'autre, t'es effacé la moitié à 40%, la moitié à 70%. Tu sais, comme, ah, t'es dilaté à 1, l'autre, ah, t'es dilaté à 0,5. Fait que je m'amusais juste un peu à voir. Mais je savais que pendant la naissance, par contre, là, touchez-moi pas. Le Hmm. moins possible. Tu sais, la première naissance, entre chaque poussée, ils écoutaient le cœur. J'essayais de tasser leurs mains, puis ils étaient comme... Il essayait de se rendre quand même. Je fais comme des gestes, là, vous me voyez pas, là, mais... donc, le deuxième, je savais quand même que je voulais protéger ma bulle encore plus, puis de faire comme... J'ai pas besoin d'être touchée, j'ai juste besoin que vous soyez là, dans un coin, chez moi, s'il y a quelque chose. Est-ce que tu veux que je continue sur comment ça s'est passé finalement? Oui, OK. oui, oui. Donc, tu sais, finalement, là, c'est que ce qui est arrivé, c'est qu'à 42,3 semaines, la veille, avec mon mari, on s'est donné de l'amour. Alors là, j'ai senti que mon col a stretché, j'ai perdu bouchon de queue, perte sanguine.
comme j'ai perdu du sang 2 fois, ma sage-femme était comme, bon, ben la recommandation, c'est d'aller faire un monitoring à l'hôpital. Non, merci, je reste chez moi, ça va se passer, ça s'en vient. C'est peut-être la dernière routine dodo avec mon aîné qu'on est seul. Moi, je veux profiter de mon cocon familial à 3. Et le matin, petite contraction hyper douce, plaisante qui commence. On va prendre notre marche matinale. Nous, c'est la première chose qu'on fait. On s'active, on va prendre une marche, on s'expose à la lumière naturelle. Et déjà, les contractions sont le fun. Ça commence à être le fun. On va monter une pente, chérie. On monte une grosse pente et déjà, je sens que, OK, c'est le fun. Donc, tout est allé très, très vite. C'est les doulas et la doula et la photographe qui ont décidé de s'en venir le plus tôt possible parce qu'ils voulaient rien manquer. Ils sont arrivés aux alentours de midi et quand ils sont arrivés, j'ai dit à la doula, tu viens avec moi sur la toilette. C'est là que ça commence. Et j'ai senti littéralement mon bébé descendre millimètre par millimètre sur la toilette. Tout s'est intensifié très, très vite, mais très bien géré. Je somnolais entre les contractions, les endorphines étaient là, l'amour était là, j'étais chez moi, dans mon espace que j'avais pensé, préparé, les fairy lights. C'était le jour. Moi, j'accouche de jour. C'est comme ça. Fait que j'étais comme parfait pour la photographe, elle va être contente, bel éclairage. Et en 51 minutes, ça s'est fait. Je veux dire, en 40 minutes, j'avais une contraction qui m'a amené une poussée réflexe et j'ai regardé ma doula, j'ai dit « Impossible ». Elle m'a dit « Ben, ça ressemble pas mal à une poussée. » J'ai fait « Impossible. Je suis pas prête, je veux profiter encore. » Tu sais, tout le long de l'accouchement, j'étais tellement dans l'accueil de plus d'intensité. Je peux en prendre plus en mon premier. J'en ai pris plus. Ça va être long, c'est correct. Mais tu sais, déjà, là, vers midi, mon conjoint et mon mari me disaient Marika, t'as l'air rendu loin, là. Puis on continue à avoir une discussion, mais t'es comme, j'ai l'impression que t'es comme 20 heures plus loin de contraction de ton premier, tu sais. Moi, je disais, mais non, c'est impossible. Ça va se passer aujourd'hui, là, mais c'est pas, on le sait pas, tu sais. J'étais encore dans cet état-là alors que mon travail commençait, juste pour te dire. Donc, j'ai eu des super belles contractions, une très belle poussée. Et à la première poussée, surprise, c'est la poche des os intacte qui est sortie de moi. Vraiment comme un ballon d'eau. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je le tâtais, c'était beau, la photographe, puis le capturer en photo, c'est comme je vous disais, si vous l'allez voir dans le récit, c'est vraiment spécial de me voir à 4 pattes avec la poche des os intacte, le ballon qui sort. Ouais, oui. C'est vraiment spécial, ouais. Et là, c'est triste parce que, ben pas triste, là, mais je me disais, et est-ce que mon fils Élie va naître couronné encore dans sa poche des os? Mais moi, j'étais tellement curieuse que j'arrêtais pas de taponner avec ma main et de masser en même temps, tu sais, la zone, là. Donc, j'ai fissuré moi-même la poche des os. Et mon fils est pas né couronné, mais il a eu une super belle sortie. Donc, en 51 minutes, tout s'est fait. Et je pense que ma sage-femme ne s'est pas pressée parce qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver. Elle était à peu près à 25-30 minutes de route. Puis, tu sais, elle a eu comme un 40-50 minutes, le temps qu'on lui dise, pour arriver. Fait que ça m'étonnerait pas qu'elle ait fait comme, bon, c'est pas grave si on n'est pas là, tu sais. Puis en effet, quand elle est arrivée, que j'avais bébé dans les mains, elle était comme, bon, je vais préparer un couscous, hein, j'ai rien à faire. Super heureuse de me voir avec bébé dans les bras, tout le monde buzzé, un peu stone sur les hormones de l'amour qui relate ce qui s'est passé. Puis c'était un accouchement vraiment là, en pleine puissance. J'ai eu un moment de désespérance ou un sommet, comme dirait Karine, de, je pense, 5 secondes où j'ai dit « Non, 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 non » et que ma doula me regardait dans les yeux, a connecté avec moi et m'a dit « Hey Marika, ça va bien se passer, ça se passe. » Donc, effectivement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a déjeuné, on a skippé le dîner pour accoucher, et on s'est commandé du bon tartare de saumon en soirée. Donc, c'était vraiment parfait. C'est aucun toucher vaginal, aucune écoute du cœur, juste du bonbon, quoi. Oui, tu sais, de la douleur, de la sensation, de l'intensité, mais j'étais prête pour plus, puis j'étais prête à ce que ça dure plus longtemps, et ça s'est fait très rapidement, finalement. Waouh, c'est fou, je pense. C'est pas la première fois que j'entends quand même que des accouchements où on est vraiment dans son cocon à la maison, il se passe quand même plus rapidement que quand on est déplacé. En plus, il y avait beaucoup de stress pour l'environnement autour de toi, avec la fin du monde. Ah oui. C'est vraiment fou, quoi. T'es passé de 20 heures de latence à 51 minutes pour avoir ton bébé. Ouais, ben, un premier accouchement à 26 heures contre un à 51 minutes.
Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu dirais que sans ta doula, ça aurait été pareil ou t'aurais pu le faire quand même? Ou est-ce que tu penses que sans elle, t'aurais eu du mal? Euh, Sachant que c'est quand même toi qui accouches, c'est toi qui a tout ressenti, mais le soutien émotionnel qu'elle t'a apporté, est-ce que ouais, tu trouves que... j'aime Ouais. beaucoup. C'est Caroline Michel, si vous voulez aller voir sur Instagram. Je l'aime beaucoup. Elle est maman et elle a vraiment une approche maternelle. Et la première fois quand je lui ai dit viens avec moi sur la toilette parce que je savais que ça allait déclencher comme l'intensité, tu sais, son premier réflexe là, j'ai tout de suite eu une contraction hyper forte, elle l'a senti dans ma voix. Elle a mis ses doigts tout de suite hyper fort dans les 2 trous là, dans le bas du dos. Et oh mon Dieu, que ça m'a soulagée. Fait que tu sais, oui, je l'aurais fait, mais oh mon Dieu, c'était juste, ses interventions étaient juste tellement comme on point. Euh, que oui, je l'aurais fait, mais est-ce que ça aurait été différent? Oui, ça aurait été totalement différent. Est-ce que ça se serait aussi bien passé? Je sais pas. J'ai juste senti que les personnes qui étaient là, ma mère était là, s'occupait de mon aîné. Quand elle est arrivée, tu sais, j'ai eu une discussion avec elle, même si j'étais en contraction. C'était juste comme tout le monde qui était là, c'était exactement comme ça que ça devait se passer. Donc, on dirait que je pense pas plus loin que ça, finalement. Hmm. Et t'as ressenti que t'avais envie que ce soit elle qui vienne avec toi aux toilettes plutôt que ton conjoint, par exemple? Comment ça se fait? Ouais, c'est drôle, hein? On dirait que Ouais. je sais pas, mon conjoint, on n'avait pas fait beaucoup de préparation pour ce deuxième accouchement, puis je pense il se rappelait pas. On n'a pas révisé les points de pression, donc je savais que Caro allait savoir comment me soulager, tandis que mon conjoint, tu sais, je l'adore, mais il tient bien l'espace. Juste savoir qui est près de moi, c'est correct. Juste savoir qui est dans la maison, c'est correct. Mais tu sais, ce qui se passe, c'est vraiment entre moi et mon bébé, et après ça, les personnes qui sont autour de moi qui peuvent me donner des outils juste pour protéger ma bulle et gérer la douleur, tu sais, c'est ce que j'ai besoin, mais tu sais, je l'aurais fait sans Caro aussi, tu sais, vraiment, cet accouchement-là, c'était entre moi et mon bébé. J'étais Hmm. tellement connectée avec mon bébé, on dirait que j'avais la confiance qu'il savait exactement ce qu'il faisait et que ça allait bien se passer. Je lui parlais, oui, mon bébé, descends, c'est correct, traverse-moi. C'est bon, oui, ça va devenir plus intense. C'est correct, mon bébé, on va le vivre ensemble, on va tout vivre ensemble, on va tout ressentir, on va s'en rappeler après. Donc, c'était vraiment comme le type de discours que j'avais, là, que je disais à voix haute, là, tout le long. Hmm. Tout à l'heure, à moins que j'ai pas bien compris, tu me disais que quand tu te prépares, t'aimes bien que ce soit concret, les études basées, voilà, tout ça sur du concret, et pas trop dans la spiritualité. Pour ma Mais pratique de coach pour la... naturopathe. Ouais. Ok. Parce L'enfantement, c'est qu'après, différent. toi, ouais, c'est ça, hein, parce que là, on est beaucoup avec Quantique Mama déjà, et puis Uh-huh. aussi toute cette connexion avec ton bébé, on est quand même dans la spiritualité Oui. En fait, super forte, quoi. c'est que j'étais dans un grand cheminement spirituel pour mon premier accouchement et j'ai comme été un peu fâchée contre cette spiritualité-là. Je me suis dit, un peu, pas comme on me mentit, mais je sais pas, j'étais pas en paix complètement avec cette spiritualité-là. Et le deuxième accouchement s'est fait dans une spiritualité totale, là, je veux dire. Donc, ça allait vraiment boucler la boucle, ça m'a vraiment réconciliée avec ma puissance. Mais tu sais, je suis toujours un peu dans la spiritualité dans le sens que euh, je veux réveiller la puissance chez les femmes. Donc, ça aussi, c'est une spiritualité. C'est juste que dans les moyens que j'utilise, j'aime quand même qu'il y ait une grande partie concret. Je veux vraiment, quand j'utilise des produits, des plantes, des molécules, je veux que ça soit prouvé, je veux que ça soit étudié. Parce que c'est une des seules façons de prouver que ce qu'on utilise, c'est pas une formulation où on se fait voler notre argent ou parce que dans ce milieu-là, il y en a beaucoup hein, de charlatans. Donc c'est comme ça. Fait que je suis toujours un peu à cheval entre spiritualité et le concret, la science. Ouais, moi aussi, je suis vachement là-dedans, comme ça. Alors j'ai une question que je sais pas si on va avoir assez de recul. Ton bébé, il est à quel âge maintenant, ton petit là? Il a eu un mois le 26, donc là on est le 29 août. Donc un mois Ok, et donc on est... quelques jours. Je tiens à préciser, vous ne voyez pas Marika, mais elle est dans une forme éblouissante, même qu'elle n'a pas bien dormi cette nuit avec ses C'est bébés. gentil, merci. Euh,
Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, outre le fait que ce soit ton deuxième bébé, mais comme tu disais qu'il y avait cette connexion incroyable et puis on t'a vraiment laissé dans tes hormones d'amour pendant, après, j'imagine aussi que ça a été vraiment sacré aussi l'après. Est-ce que tu trouves que juste ce mois-là, l'attachement il est différent, la facilité de s'occuper de ton bébé, de le comprendre, est-ce que tu as assez de recul sur ça ou est-ce que tu peux nous en parler? Ben, en fait, c'est que mes deux tissages, mes deux connexions se sont très bien faites parce que j'ai quand même eu le travail actif hyper puissant, le travail actif de 6 heures avec mon premier où ça s'est très, très, très bien passé quand même. Donc, tu sais, l'allaitement, tout, tu sais, la sortie du placenta, tout s'est fait comme très, très bien. Donc, j'ai des connexions très fortes avec mes bébés. Je fais beaucoup de portage, beaucoup de parentalité proximale. Même encore là, on dort les 4 dans la même chambre, dans deux lits collés. Donc, ça se fait bien. L'attachement est aussi, tu sais, étant une femme très active qui s'entraîne beaucoup, mais pour moi, les 4 à 6 semaines postnatales, c'est récupération, récupération, récupération. Il n'y a pas de fit mom, je veux revenir à ma taille le plus vite possible. Là. Je rentre vraiment pas là-dedans. Là. Donc, tu sais, je pense que, tu sais, les femmes me demandent souvent, pour éviter la grosse chute hormonale, la dépression postnatale, qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais? Eh ben, c'est pas dans qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le temps de connecter avec son bébé, se reposer avec lui. Donc, tu sais, ça se passe très bien. Et avec Ellie, c'est juste, avec mon deuxième, c'est juste que j'ai mon premier à m'occuper aussi, mais je connecte aussi bien. C'est juste que là, j'ai pas juste ça à faire non plus, faire du pot à pot, être couchée à la journée longue. Tu sais, je m'ennuie de mon grand aussi, là. Je veux continuer à connecter avec mon grand aussi. Donc, l'attachement est différent, mais tu sais, niveau spirituel et relié à la naissance, la seule chose que je trouve qui change, c'est leur tempérament. Tu sais, j'ai fait des bains thalasso. Je sais pas si vous connaissez, là, toi et l'audience, le bain thalasso, c'est une installation avec un bain et là, les thérapeutes thalasso font prendre un bain au bébé naissant, ils essaient de lui faire retrouver sa posture, comment il était placé, là, sa posture intra-utérine finalement, et lui faire relâcher les tensions. Ça a été beaucoup plus facile avec mon deuxième qu'avec mon premier. Et souvent, les thérapeutes à l'assaut vont nous dire qu'est-ce qu'elles ont ressenti en donnant le soin au bébé. Et à Zach, à mon premier, elle a dit « J'ai vraiment ressenti que vous avez dû... Tu sais, les parents ont dû piler sur leurs convictions pendant la naissance, mais lui, cet enfant-là, a dit « Moi, je vais être fort pour vous, les parents. » Puis je vais avoir des convictions très fortes et je vais rester sur ces convictions-là. Donc, le bain thalasso a été une cata avec lui. Il voulait rien savoir. Quoique mon deuxième aussi, ça n'a pas été tout rose, mais on a déjà pu... il s'est plus laissé faire pendant le soin. Donc, je pense que le deuxième est plus un tempérament un peu plus calme, un peu plus je vais m'adapter, c'est correct. Tu sais, il a entendu mon premier faire des crises sur le long. Donc c'est plus dans leur tempérament, je trouve que ça change, mais la connexion le tissage que j'ai avec les bébés avec les naissances naturelles que j'ai eues qui étaient très puissantes, ben ça peut que ne faire des connexions puissantes, je pense. Ah oui, c'est sûr. C'est fou le tempérament, tu sais que c'est pas la première fois que j'entends ça, donc c'est pour ça que je te pose la question. Comme je n'ai qu'un enfant, je peux pas faire je peux pas vraiment savoir, mais je la pose maintenant la question vraiment intentionnellement parce que ça m'intéresse vachement de savoir. Après voilà, tu as quand même eu une expérience la première qui tu vois, ça n'a pas été une expérience trop traumatique ou compliquée, donc on peut pas vraiment, c'est pas le jour et la nuit. Mais tu vois, on voit quand même en partie traumatique à cause du climat de peur un peu. Mais ouais, c'est ça, qui a quand même pu teinter, je pense, le tempérament de mon petit, là. Ouais, alors toi, ce mois-ci, là, est-ce que bien sûr, t'as 2 enfants maintenant, mais est-ce que tu te sens différente après cette expérience qui a été une transformation peut-être, un pouvoir incroyable d'enfanter seul chez toi, en fait. Ouais. Sans assistance médicale, c'est ça que j'entends par là. Ouais. Ben moi, je me sens sur un high après les accouchements. Là. Même après le premier, en fait, j'avais pas d'électricité pendant 5 jours au retour à la maison avec bébé naissant. Alors, je prenais des douches froides.
Wow. Tu sais, alors qu'on dit qu'on a besoin de chaleur en postnatal, moi, je prenais ma douche froide et je me disais, je peux endurer n'importe quoi maintenant. Hein, j'ai passé au travers d'un accouchement naturel. Donc, tu sais, je me sens tellement super bien après les naissances. Tu sais, oui, il y a des journées plus difficiles que d'autres, surtout avec 2 bébés. Oui, il y a des journées où tout pleure. Les bébés pleurent, les seins pleurent, maman pleure, c'est normal. Mais tu sais, somme toute, tu vois, c'est moi qui... nous, on est nomades, on bouge à tous les 6 mois, on n'aime pas l'hiver québécois, donc on n'a pas on n'a pas de maison. Nous, on se promène vraiment de maison en maison. Et c'est ma carrière qui fait vivre la famille. Donc, même moi, je continue un peu à opérer avec mon équipe, tu sais, même en postnatal. Mais je considère que j'ai l'équilibre de vie qui me permet de le faire et j'ai l'équilibre hormonal aussi qui fait que j'ai pas de grosses chutes hormonales, tu sais, j'ai pas de grosses pertes de cheveux intensives après, j'ai pas de, tu sais, mon énergie est bonne. Puis je sais pas à quel point ça impacte, mais tu sais, j'ai un retour de menstruation assez vite, donc je sais pas si c'est de faire comme ok, ma fluctuation hormonale va très très vite, mais on comprend pas encore ces mécanismes-là, là, les retours de règles. Tu sais, la femme est tellement complexe dans la science. Il y a beaucoup de choses que la science ne comprend pas chez la femme et le monde de la naissance. Mais non, je considère que je me sens à chaque fois je me sens transformée différemment après mes naissances, mais vraiment je me sens puissante. C'est vraiment le mot qui me reste en bouche, c'est puissante. Ouais. Ouais, j'aimerais que toutes les femmes puissent se sentir comme ça. Ouais, tu sais, j'ai envie de raconter mon histoire à la terre entière, comme j'adore écouter des récits. J'aime tellement ça quand j'ai des amis qui accouchent, je suis comme, oh, fais-moi un petit vocal, s'il te plaît, pour me dire comment ça s'est passé. J'adore ça, donc j'adore écouter ton podcast aussi, bien sûr. Ah bah, j'en ai encore plein qui arrivent, donc tu vas être Ah, servie. super. J'ai une question pour toi un peu, on va dire, technique pour... Il y a des gens qui se posent la question. Qu'est-ce que on fait avec son placenta quand on accouche à la maison? Comment ça s'est passé pour toi? Ça a dû se passer comme une lettre à la poste, j'imagine, avec toutes tes hormones d'amour. Et qu'est-ce que vous avez décidé, vous, de faire? Comment ça s'est passé? Ben, j'avais cueilli des fleurs. J'avais des fleurs et là, en prenant ma marche, j'ai cueilli du conifère, donc des branches de sapin. Je savais que je voulais décorer le placenta à la naissance. Nous, je voulais faire un emprunt de placenta. Donc, c'est moi, comme je voyage léger, vu qu'on bouge à tous les 6 mois, juste avoir comme une belle empreinte du placenta, c'est important pour garder un souvenir. Donc, je l'encadre, c'est tellement beau, ça fait comme un arbre de vie, là. Ce qui est arrivé pour expulser le placenta, c'est que moi, c'est très simple. Je sens une contraction qui me fait comme « Ah, c'est vrai, c'est pas terminé. » Surtout que le cordon était très court à Ellie, donc j'étais comme « Ah, j'ai hâte de boucler la boucle. » Donc, moi, je fais juste je reste dans la position couchée, puis je fais une petite poussée. Je fais juste accompagner avec mes mains sur le cordon sans tirer. Donc, pour moi, c'est vraiment une délivrance. C'est comme si on m'enlève le dernier petit poids qui reste, ça fait pas mal. Parce que, tu sais, je déchire pas non plus. Donc, ça se passe bien, là. C'est tout mou, là, comparé à la tête du bébé qui vient de passer. Donc, tu sais, pour l'expulsion, moi, ça se passe super bien. Puis, je le sais que si jamais ça se passe mal, j'avais des outils, là. Tu sais, je sais que aller dans la douche debout avec la gravité, la chaleur, ça l'aide beaucoup. S'il y avait beaucoup de segments, j'avais été cueillir du plantain qui pousse ici, donc c'était la période. Puis ma doula aussi avait d'autres choses, tu sais, des huiles essentielles à diffuser. Tu sais, j'avais toutes sortes d'outils si ça se passait pas bien, mais ça se passe super bien. Donc, ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir sur les photos, si vous allez voir mon récit, c'est que dans un beau bol, j'ai mis les fleurs, les conifères, le placenta, c'est super beau sur les photos. Et ensuite, pour clamper, on a brûlé le cordon. Donc, la cérémonie du brûlage, ça dure à peu près 10 minutes. C'est long pour brûler un cordon. Donc, moi et mon mari, on tenait chacun une chandelle et c'est juste le temps de remercier le placenta d'avoir nourri le bébé, tu sais, pendant tout ce temps-là. Fait on peut bien prendre 10 minutes de notre temps pour, tu sais, faire nos remerciements, puis cette prise de conscience-là. Et aussi qu'il n'y a aucune presse à clamper. Là. Nous, on a attendu comme 1 heure et demie facilement, là, le temps que tout le sang du placenta qui appartient au bébé revienne, que le cordon soit vraiment, vraiment blanc, blanc, blanc.
Donc, c'est comme ça. On l'a brûlé, on a fait l'empreinte. Puis là, il est dans mon congélateur. Je sais pas exactement ce que je vais faire avec. À mon premier, on se mariait. On se mariait quelques mois plus tard. Donc, on a fait une cérémonie de plantation. On a planté le placenta et on a mis un arbre par-dessus, un lilas blanc. Et pour lui, je pense me faire une teinture mère, comme ça prend pas beaucoup de place, à prendre à ma ménopause. Ma sage-femme me dit que ça pourrait aider. Donc, encore une fois, pour moi, c'est comme, pas fondé, mais bon, est-ce que je peux l'essayer? On perd rien. Déjà que si je continue avec ma pratique et je continue avec mon mode de vie, des centaines de femmes me disent que à leur ménopause à 50 ans, elles se sentent comme quand elles avaient 20 ans. Donc, je sais que ça va bien se passer la ménopause, mais quand j'ai des petits outils naturels comme ça que je peux essayer, utiliser, j'aime bien ça quand même. Donc, c'est probablement ce que je vais faire. Teinture mère de placenta. Parce que j'ai jamais été game de le manger, là, de faire un smoothie ou... Ouais, je suis pas allée jusque-là. Vous voyez pas, mais Marika, pendant qu'elle vous parle, elle allait son bébé d'un côté de l'autre, donc les femmes sont vraiment incroyables. Est-ce que tu penses que tu disais que tu étais nomade, vous étiez nomade dans votre famille. Tu penses que cette maison, elle aura toujours un peu quelque chose pour toi Ben, c'est certain, ça fait partie de mes pensées quand on va quitter le 1er novembre, de me dire, oh mon Dieu, je reviendrai jamais ici. Tu sais, c'était super beau avec le gros foyer de pierre. C'était comme la place parfaite pour accoucher. C'est vraiment comme un peu un chalet avec des pierres, avec du bois, vraiment des matières premières. Donc, ça me fait un petit quelque chose, mais on est vraiment dans un mode où on se dit que il faut pas être attaché à rien parce que notre mode de vie de rêve, c'est vraiment de vivre des expériences et des aventures et de posséder le moins possible. Donc, pour l'instant, c'est ça. Quand les enfants vont être plus vieux, on va peut-être avoir besoin d'autre chose. C'est vraiment correct. Mais c'est pour ça que j'ai une photographe à chaque fois, pour immortaliser ça. Donc, je me dis, c'est beau, c'est immortalisé en photo et dans mon cœur et dans ma tête. Donc, non, je vais traîner avec moi une petite nostalgie, mais rien de trop grave, là. J'adore. C'est vraiment beau. Tout ce que tu nous racontes. Merci. J'aime ce mode de vie un peu plus retour à la nature, à l'être sans le superflu en fait. Ben, on a du superflu dans le sens que, tu sais, on aime vivre un certain luxe, on aime aller au restaurant, on aime s'acheter des belles choses, mais quand on s'achète quelque chose de neuf, on essaie de laisser aller quelque chose de vieux. Donc, c'est plus dans, tu sais, c'est beaucoup dans cet esprit de faire circuler les choses, puis de rester quand même, tu sais, connecté à notre essence, à notre nature, parce que on vit, si on regarde, là, on vit un peu dans un monde de fou, là, avec la performance, où l'argent vaut plus que notre temps, et nous, notre temps, c'est vraiment ce qui est le plus précieux. Donc, on s'entend là-dessus, mon mari et moi, en famille, c'est le temps. Ensuite, les autres choses. Quand on est maître de son temps, c'est là qu'on profite de la vie, finalement, là. C'est pas avec l'argent qu'on s'achète des choses, qu'on profite de la vie, non, c'est est-ce que tu es maître de ton temps? Est-ce que tu fais ce que tu veux de ton temps? C'est ça, c'est là que devrait être la priorité. J'ai presque envie que tu nous laisses avec ces mots, mais j'aimerais quand même que tu nous dises qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos mamans, futures mamans qui nous écoutent aujourd'hui. Poser des questions. Poser des questions. Parce que vous allez vous faire donner des informations qui sont souvent un résumé de... Alors, je vous donne un exemple. Les risques augmentent avec cette condition. OK, mais quels sont les risques initiaux? 0,009%. Donc, posez des questions. On va faire ce test-là. Pourquoi? À quoi sert ce test-là? C'est moi qui vais t'accoucher. Pourquoi tu vas m'accoucher? Pourquoi c'est toi? Pourquoi toi? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour accoucher naturellement? Pose-toi cette question-là. La réponse, tu vas l'avoir en dedans de toi si tu te la poses et que tu es vraiment sincère, parce que ta nature, la clé se trouve à l'intérieur de nous. Alors, poser des questions, je pense que c'est vraiment la clé. Être curieuse, faire ses propres recherches, faire ses propres investigations, ses propres préparations. Donc, soyez rebelles, les femmes.
Acceptez pas un premier avis parce que acceptez pas de faire ce que tout le monde fait. Non, soyez rebelle, écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous, votre petite puissance, votre flamme, vous l'avez, vous êtes une femme, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Ça se trouve à l'intérieur de nous. Après ça, c'est de forger notre bulle, puis de penser à nos priorités, penser à nos convictions, de s'entourer de personnes en qui on a confiance. Donc, ouais, mon message, c'est vraiment soyez rebelles, hein, profitez de votre pleine puissance parce que on est des femmes. La santé commence par nous, la vie commence par nous, tout commence par nous, avec l'aide des hommes, mais la création reste que c'est quand même nous qui fait le plus gros du travail, là, on s'entend, là. Hein? Nous, on fait de B à Z. Eux, ils ont peut-être la lettre A, mais... Ouais, nous, on fait beaucoup, alors. Ouais. Wow, merci. C'est... ouais, l'empowerment des femmes. Mm-hmm. Merci à toi pour cette belle conversation. Merci à toutes celles qui ont écouté aussi. Et j'espère que ça va vous inspirer. J'espère qu'on va pouvoir vous écouter aussi avec vos récits de naissance ou vous lire. Ouais, merci beaucoup. Et je pense que je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de femmes. Et voilà, de prendre... peu importe hein, si elles ne se sentent pas d'accoucher seule chez elles, mais au moins de prendre la confiance, tu vois, d'aller partager cette confiance en toi que tu as eue et que tu as vécu ces magnifiques accouchements. Donc, oui, je suis sûre que ça va beaucoup en inspirer et moi aussi d'ailleurs. Super. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci Marika pour tes récits, tes superbes photos qu'on peut voir sur le lien en description et bien sûr tout ton partage de connaissances dans cet épisode. Retrouvez son atelier Badassée enceinte en description. Et si le podcast vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme favorite et à le partager, ça aide énormément à le faire connaître. À mercredi pour un épisode un peu plus personnel.